Salut à tous les petits gars. Alors après une grosse pause parce que je fais ce que je veux, et je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la guerre froide. C'est vrai qu'à travers l'histoire, l'homme a toujours su construire des bâtiments pour se protéger en temps de guerre. Les tranchées durant 14-18, les tunnels au Vietnam, les blocos durant la Seconde Guerre mondiale et j'en passe. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous centrer sur les bâtiments fous de la guerre froide. Entre bunkers, abris anti-atomiques, protection à grande échelle ou production d'armes nucléaires, je vous propose de découvrir 5 bunkers les plus incroyables de la guerre froide. L'abri de Katarina Berget. C'est parti, là on commence avec du gros. Outre son nom assez compliqué, ce bunker situé en Suède à Stockholm, la capitale, l'abri de Katarina Berget est l'abri anti-atomique le plus grand de Stockholm. Destiné à la population civile, il est capable d'accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Pour comprendre sa construction, il faut revenir en 1952. En pleine guerre froide, la Suède décide de construire plusieurs bunkers pour protéger sa population. À cause des tensions entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, chaque nation craint qu'une bombe atomique tombe sur son territoire. Évidemment, certains pays décident de construire plusieurs abris comme les États-Unis, l'URSS, la Suisse, mais également la Suède. Mais celui dont on va parler n'est pas comme les autres. À la base, le projet de Katarina Berget devait servir comme parking à une coopérative d'automobilistes. Mais le gouvernement a crucialement besoin d'abris anti-atomiques à Stockholm, en plus de nouvelles places de parking. Suite à cette demande, la coopérative finit par obtenir un accord gouvernemental pour construire ce fameux parking, à condition que celui-ci puisse être utilisé comme abri anti-atomique. Mais pourquoi on en parle dans cette vidéo ? Eh bien, sa particularité est due au fait que lors de son inauguration en 1957, il est à ce moment-là le plus grand abri anti-atomique du monde. Mais aujourd'hui, qu'est devenu ce fameux abri ? Eh bien maintenant, le bunker est retourné à sa routine quotidienne de parking souterrain. C'était le projet initial d'ailleurs. Il est capable de stocker jusqu'à 550 véhicules et vous pouvez même le noter sur Google. Le fort de Dailly, le bunker secret de la Suisse. Quand on parle de fortification et de bunker, comment ne pas parler d'un pays les plus forts dans ce domaine ? Je parle bien sûr de la Suisse. Et oui, en termes de fortification et d'armement de défense, la Suisse est un pays expérimenté, avec des bases secrètes comme le fort de Chillon ou encore la base aérienne d'Apnar. Mais ici, nous allons plutôt parler du fort de Dailly, un bunker imprenable qui surplombe la petite ville de Saint-Maurice. Vous le voyez ? Non ? Eh bien il est déjà trop tard. Quasiment invisible, le fort est creusé dans la montagne. À son bord, vous êtes accueillis par des mitrailleuses, lance-mines, canons tourelles et tout un tas de trucs pas terribles si vous tenez à rester en vie. A noter en plus que ces fortifications s'étendent sur 20 km, dont seulement 12 sont creusées dans la roche. Mais comment les Suisses ont-ils réussi cet exploit ? Construit en 1892 et fini en 1894, cette gigantesque forteresse n'a à ce jour jamais été prise. Dotée de plusieurs salles avec chacune leur fonction, infirmerie, salle d'artillerie et j'en passe, le fort sera modernisé et adapté en fonction des conflits majeurs du XXe siècle, comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Reconnu par tous comme le bunker ultime de la Suisse car extrêmement complexe. Mais pourquoi une telle renommée ? Certains disent que cela est dû au fait que plusieurs canons de la forteresse avaient une portée de tir d'environ 24 km. Pour donner un ordre d'idée grâce à la carte, certains des canons d'artillerie pouvaient toucher le lac Léman. Comparé aux autres constructions de cette vidéo, le fort de Dailly est une exception, dans le sens où son édification n'était pas due à la guerre froide, mais plutôt à d'autres raisons géopolitiques. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? Mis hors service en 1994, car devenu obsolète face aux menaces d'aujourd'hui, celui-ci sert de centre de formation et accueille également une académie de police depuis 2004. Il est même ouvert au public pour des visites tout au long de l'année. La centrale 816, le titanesque projet chinois. Après avoir vu le point de vue de la Suède et la Suisse, attaquons-nous à la Chine. Durant la guerre froide, une grande partie des pays ont pris peur d'un conflit nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. C'est le cas également de la Chine, dirigée à l'époque par Mao Tse-tung. Pour le contexte historique, depuis 1949, la Chine est un pays profondément communiste. Mais en 1966, un moment crucial intervient, un moment où les relations sino-soviétiques se fragilisent, et les relations avec les États-Unis, elles, restent tendues. Afin de renforcer la défense nationale, un méga projet militaire est lancé, un bunker de production d'armes nucléaires, pour produire notamment du plutonium-239, un élément important dans la composition d'armes nucléaires. Une fois le projet confirmé par le premier ministre chinois Zhou Enlai, celui-ci envoie en 1967 des soldats de l'armée populaire pour construire cet édifice, près de la ville de Chongqing, une municipalité située vers le sud-ouest du pays. En tout, 60 000 soldats se relayent pendant 17 ans pour participer à sa construction. Durant ces années, ces jeunes fantassins utilisaient de la dynamite puis creusaient à la machine continuellement.
Malgré le fait que c'est une technique assez pratique, cela n'a pas empêché quelques accidents qui feront au total 76 morts. En 1984, la construction n'est toujours pas achevée. Bah oui, ils veulent faire les choses en grand. Sauf que certaines tensions de la guerre froide commencent à s'estomper. Donc la centrale est rapidement jugée inutile par le gouvernement chinois, ce qui amènera à l'arrêt total des travaux. Mais pourquoi on en parle dans cette vidéo ? Eh bien il ne faut pas négliger que cette base est tout de même très impressionnante. En effet, classée comme la plus grande grotte artificielle au monde, elle possède une superficie de plus de 100 000 m². Pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 14 terrains de foot. Munie en plus de 13 niveaux différents et de 20 km de galeries creusées, la base occupe 1 500 000 m³ sous terre, l'équivalent de 600 piscines olympiques. Aujourd'hui, la centrale est ouverte aux touristes depuis 2010. Elle marque l'histoire militaire de la Chine en transportant les visiteurs à travers le passé, l'époque de la guerre froide. Le bunker 42, le secret de Staline. En restant du côté du bloc de l'Est, on va aborder un autre édifice tout aussi impressionnant, le bunker 42 en Russie, surnommé le bunker de Staline. Assez inconnu du grand public, ce bunker fut construit en 1951 en raison de la guerre froide. Situé dans la capitale, Moscou, à 65 mètres enfoui sous le sol et situé près de la station de métro de Tangansky. Ce bunker était un véritable labyrinthe. Faisant une superficie totale de 7000 m², il y avait environ 2000 personnes qui y travaillaient quotidiennement. À l'intérieur, ambiance tendue, car étant dans une période contre le méchant capitaliste américain, toutes les 24 heures, chaque membre du bunker était pointé. Destinée à la communication, cette casemate a connu à travers l'histoire quelques améliorations comme en 1960, où l'aménagement de puits et de certaines salles avait été fait pour stocker du carburant et des vivres. Vous vous doutez, pour l'instant ce bunker n'est pas si impressionnant que ça. Si j'en parle dans cette vidéo, c'est que celui-ci a quelque chose de spécial. Parlons déjà de ses capacités, assez frappantes car 600 personnes pouvaient y vivre sans aide extérieure pendant un mois, grâce aux réserves de médicaments et de nourriture disponibles dans la casemate. Mais n'oublions pas qu'en 1956, ce bunker était surtout le centre de communication du quartier général du poste de commandement d'urgence du district de défense aérienne de Moscou. Oui, ça fait beaucoup. Autrement dit, c'était le quartier général du PVO, les forces de défense anti-aériennes. Surnommé le bunker de Staline, ce n'est pas pour rien, car le dictateur avait même son propre bureau. Racheté par une entreprise privée en 2006, aujourd'hui le bunker a été reconverti en musée de la guerre froide, qu'il est possible bien évidemment de visiter. The Greenbrier, le luxe américain. Pour ce dernier bunker, je voulais parler du York Cold War Bunker, situé à York, en Angleterre. Un complexe de communication très important en cas de bombe nucléaire. Reconnaissable facilement grâce à son design assez particulier, je me suis dit pourquoi pas en parler. Mais j'ai plus intéressant, le Greenbrier, un hôtel reconverti en ville souterraine. Situé aux États-Unis dans l'état de Virginie, l'idée vient en 1957, le moment où le président Eisenhower veut renforcer la sécurité du pays, et plus particulièrement la sécurité des hommes d'État, comme les membres de la Chambre des représentants et les sénateurs par exemple. Pour cela, il décide de construire le bunker à environ 400 km de Washington, en dessous d'un hôtel, le Greenbrier Golf Resort. Pour la petite histoire, l'hôtel voulait à ce moment-là effectuer des travaux sur l'ouest du bâtiment, et le gouvernement saisissait l'occasion en les finançant. Mais en échange, l'hôtel devait accepter la construction du bunker. Le projet est lancé la même année sous le nom Project Great Island, et les travaux commencèrent en 1958. C'est finalement en 1962, la même année que la crise des missiles à Cuba, que la construction de ce bunker est terminée, qui coûta quand même 14 millions de dollars au gouvernement. Situé à 219 mètres sous le sol et ayant une capacité de 10 000 m², celui-ci est sans doute l'un des bunkers les plus préparés à une bombe nucléaire. Déjà, la porte d'entrée du bunker faisait 25 tonnes pour pouvoir retenir les explosions. Mais ce n'est pas tout. Là-bas, on y retrouve salle de congrès, 18 dortoirs, 3 réservoirs de 95 000 litres d'eau, salle d'opération, 12 lits d'hôpitaux, clinique dentaire, pharmacie, salle rayon X, salle de décontamination, mini-centrale électrique et assez de nourriture pour que 1000 personnes puissent survivre durant 60 jours. Ouais, ça fait beaucoup. Le plus impressionnant, c'est surtout le fait que personne ne connaissait son emplacement jusqu'en 1994, où le Washington Post démontra son existence. Aujourd'hui, l'hôtel est toujours ouvert, et des visites sont organisées au sein du bunker, puisque celui-ci n'a plus rien de secret.
Ça y est, la vidéo est déjà terminée. Concernant ce classement de bunkers, il faut prendre en compte que je parle de ceux qu'on veut bien nous montrer, car beaucoup de constructions sont considérées comme des secrets de guerre et sont pour certains toujours utilisés aujourd'hui. Pour cette vidéo, un énorme merci à L1K qui fait la conception des chibis. Sans lui, ça serait compliqué de raconter toutes ces histoires. Mais oui, monsieur n'est rien sans moi. Autrement, je tenais à vous remercier pour tous vos soutiens et tous vos commentaires sur la dernière vidéo. Je ne pensais pas que ça allait grimper aussi vite, et ça m'aide énormément pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Journalist Blooming, à la prochaine.